Vous regardez RTI 1, bienvenue dans le 20h. Voici les titres que nous allons développer. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais a été reçu par le président de la République. L'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire est venu parler du renforcement de la coopération entre son pays et l'État ivoirien. Et nous ferons le point de l'opération Épervier de réactiver le 31 mai dernier pour assurer la sécurité des populations. Il y a eu plus de 500 interpellations. Le ministre Ahmed Bakayoko s'est rendu ce matin à Abobo pour encourager les forces de l'ordre. Un dossier dans ce 20h. Nous irons à Aboisseau. L'eau du bassin de la rivière de la Bia a changé de couleur. Les populations, particulièrement celles du village de Biennois, sont inquiètes. Les orpailleurs sont pointés du doigt. Le gouvernement saisi du dossier compte le régler rapidement. Les Britanniques étaient aux urnes ce matin pour élire les membres du Parlement. Scrutin crucial pour la Première ministre Theresa May. Son objectif, affermir sa majorité pour mener les négociations du Brexit. Vous êtes les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par les échanges entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais et le président ivoirien. La rencontre a eu lieu aujourd'hui. L'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le président Ouattara ont parlé du renforcement de la coopération entre le Japon et l'État ivoirien. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. Il se dit heureux de revenir à Abidjan. Lui, c'est Yoshifumi Okamura, ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Il exerce actuellement les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais, chargé de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la TICAD, Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et c'est surtout en cette qualité qu'il a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, afin d'évoquer l'intensification de la coopération ivoiro-japonaise. J'étais ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et j'ai quitté le pays, mais je travaille toujours pour la Côte d'Ivoire. J'ai préparé la visite de notre Premier ministre Shinzo Abe à Abidjan en janvier 2014. Et puis, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui nous a donné un grand soutien pour notre projet de partenariat entre le Japon et l'Afrique qui s'appelle TICAD. Et donc, c'est d'abord pour renouer nos relations très fructueuses avec son Excellence, Monsieur le Président, mais aussi pour lui transmettre le message de notre Premier ministre de gratitude. De nouveau, nous voulons bien développer notre relation bilatérale pour le futur. L'échangeur sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, en cours de réalisation au niveau de la commune de Treichville, fait partie des projets soutenus par le Japon. Entre 2010 et 2015, le soutien financier du Japon à la Côte d'Ivoire s'élève à plus de 237 milliards de francs CFA. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en déplacement à Bruxelles où il prend part aux Journées européennes du développement. En marge de la rencontre, il a été reçu par le Premier ministre belge pour un entretien. Daniel Kablan-Duncan a encouragé les opérateurs économiques belges à poursuivre leurs investissements en Côte d'Ivoire, surtout avec le secteur privé. Victorien Angoua est notre envoyé spécial à Bruxelles. 45 minutes d'échange entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et le Premier ministre de Belgique. Charles Michel et Daniel Kablan-Duncan se félicitent de la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Accent a été mis au cours de la rencontre sur la visite en octobre 2017 de la princesse Astrid en Côte d'Ivoire. La question sécuritaire a été évoquée par les deux personnalités en raison des dernières mutineries en Côte d'Ivoire. Ici, le vice-président de la République s'est voulu rassurant en confirmant au Premier ministre Charles Michel que le règlement de ce malentendu est en cours et que tout va rentrer dans l'ordre. Sur la question, le vice-président Daniel Kablan-Duncan déclare que cet événement malheureux n'affecte en rien la dynamique vécue par notre pays. Le Premier ministre de Belgique félicite la Côte d'Ivoire pour son élection au Conseil de sécurité de l'ONU. Félicitations bien accueillies par le vice-président ivoirien.
Daniel Kablan-Duncan assure Charles Michel du soutien de la Côte d'Ivoire à la candidature prochaine de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour coller au thème des Journées européennes du développement des 7 et 8 juin 2017, les deux personnalités réaffirment le rôle prépondérant du secteur privé dans la croissance économique. Et loin de Bruxelles, ici à Abidjan, les députés de la Commission des affaires économiques et financières adoptent le projet de loi portant code maritime. Ce nouveau code, défendu par le ministre des Transports, Amadou Koné, prend en compte les nouvelles dispositions en matière de droit maritime et de droit de la mer. Le reportage de Gabriel Zani. Première victoire pour le ministre des Transports et aussi pour les travailleurs du secteur maritime. Les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé ce jeudi le projet de loi portant code maritime. L'ancien code date de 1961, soit un an après l'indépendance. Il est devenu obsolète, inadapté, vu l'évolution de l'activité maritime. Ça fait plus de 50 ans qu'on a un code. Ce code ne portait que sur la marine marchande. Vous connaissez donc les activités que nous avons maintenant, et vous connaissez aussi donc, les progrès qui ont été réalisés en matière de navigation. Il était important pour nous de prendre en compte tous ces progrès qui ont été réalisés, mais également d'avoir une législation sur les eaux intérieures, la lagune, donc les fleuves, et de fixer clairement aussi donc, les responsabilités en ce qui concerne donc, les affaires maritimes. Il était aussi donc, important que nous élargissions, que nous nous rendons conformes donc, à la réglementation internationale qui nous donne donc, des pouvoirs sur des espaces maritimes que notre loi ne le permettait pas avant. L'intégration dans le domaine public maritime de la zone économique exclusive, l'instauration d'un régime nouveau en matière de sûreté maritime, l'introduction de la notion de médecine des gens de mer sont entre autres innovations, celles qui sont contenues dans le document de 175 pages soumis à la sagacité des députés. Les agents de la marine qui sont venus nombreux ce jeudi soutenir le projet de loi attendent avec impatience la deuxième étape, la séance plénière. Du côté de la Sotra, on continue de s'équiper. La société vient justement de réceptionner 50 nouveaux autobus. Ce troisième lot porte à 207 le nombre d'autobus reçus cette année. Et sur les 500 que le gouvernement veut acquérir afin de faciliter la mobilité des Abidjanais. Plus de 100 autres autobus sont attendus à Abidjan dans 3 semaines selon le responsable de la Sotra. Ces responsables invitent les usagers à respecter les consignes à l'intérieur des autobus, à prendre donc soin de ces moyens de transport destinés au grand public. Maintenant, pour renforcer notre sécurité, vous vous souvenez, l'opération Épervier 2 avait été réactivée le 31 mai dernier. Cette opération porte ses fruits. Il y a eu plus de 500 interpellations en une semaine. Plusieurs fumoirs et champs de cannabis ont été détruits à Abobo. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, justement, s'est rendu dans cette commune ce matin, précisément au quartier derrière Araï, pour encourager les forces de l'ordre. Abou Sanogo. L'opération Épervier 2, lancée dans la commune d'Abobo il y a une semaine, porte ses fruits. À ce jour, 595 individus ont été interpellés, dont 2 mineurs et 2 braqueurs. 38 fumoirs et 3 champs de cannabis détruits. À cela s'ajoute la saisie de 287 armes blanches, 545 boulettes de cannabis, 2 armes à feu, une grenade et 13 motos volées retrouvées dans des fumoirs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko est allé au contact de ces hommes au commissariat du 21e arrondissement d'Abobo Dereraï pour les encourager et les inviter à poursuivre la lutte contre la criminalité. Les résultats à nous présenter nous incline à vous adresser nos félicitations. C'est des éléments concrets qui permettent de réduire la criminalité, de réduire la capacité de nuisance des délinquants. Nous travaillons à ce que ces enfants soient mis dans des centres de resocialisation, parce que ces enfants sont avant tout des victimes de la crise. Donc je vous engage à ne pas baisser les bras. Nous devons maintenir la pression. Notre rôle, c'est d'assurer la paix et la sécurité pour nos concitoyens, et particulièrement à Bobo.
Puis le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est rendu sur un site abritant un fumoir incendié en plein cœur du quartier d'Ereraï. Pour la réussite de l'opération Épervier 2, environ 4000 policiers, gendarmes, militaires et éléments du CCDO ont été mobilisés dans le district d'Abidjan. Concernant la commune d'Abobo, 800 éléments ont été mobilisés. Et pendant que se déroule cette opération de sécurisation, la Côte d'Ivoire, notre pays, est invitée à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour partager son expérience en matière de désarmement, démobilisation et de réintégration. Le processus DDR est présenté comme un modèle de réussite. Ce jeudi, l'ex-directeur de l'ADDR a fait le point, comme nous l'explique Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire va partager son expérience avec les États-Unis en matière de processus DDR. Le 19 juin, à New York, à l'occasion du 10e anniversaire du standard intégré, l'expérience ivoirienne considérée comme un modèle original, un succès, fera l'objet d'une communication. Fidel Sarasoro, l'ex-directeur de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR, conduira la délégation ivoirienne aux États-Unis. Mais avant ce rendez-vous, il était face aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire pour leur présenter le bilan du processus. C'est une expérience unique que la Côte d'Ivoire a conçue pour répondre à un certain nombre de préoccupations que nous avons rencontrées ici, parce qu'un grand nombre d'ex-combattants avaient des problèmes psychologiques, d'intégration sociale dans leur communauté. Donc le programme d'internat leur permettait justement de les aider à surmonter ces difficultés-là. Créé le 8 août 2012, le DDR a pris fin le 30 juin 2015. Le programme est parvenu à démobiliser et à réinsérer 65 472 ex-combattants sur un total initial de 69 506, soit un taux de réinsertion de 93%. L'expérience ivoirienne fascine. Je trouve très utile que cette expérience ivoirienne considérée comme un succès puisse contribuer à résoudre des problèmes dans d'autres pays, en Afrique, mais dans le reste du monde également. On doit être fier de ces accomplissements. Le DDR est nécessaire, mais pas suffisant pour faire face à des défis de ce pays. Les ambassadeurs, au cours des échanges avec Fidel Sarasoro, ont souhaité que soit mis en place un mécanisme de consolidation des acquis du DDR en Côte d'Ivoire. À ce mécanisme, ils ont décidé d'apporter leur contribution. Et on passe à l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire. Vous l'avez appris depuis hier, l'ancien ministre de la fonction publique, Hubert Oulaye, bénéficie d'une mesure de liberté provisoire après 2 années de détention. Je vous propose d'écouter son avocat et le procureur. Il avait été mis en détention pour permettre à la justice de faire les investigations qui s'imposaient pour l'infraction qui lui est reprochée, pour ne pas que les indices puissent être dispersés ou distraits et pour qu'ils puissent rester à la disposition de la justice. Nous avons estimé maintenant que l'instruction est terminée et qu'on est dans la phase de l'attente de l'organisation des prochaines assises, qu'il pouvait bénéficier de cette mise en liberté provisoire. Nous avons obtenu ce soir la liberté provisoire au ministre Hubert Oulaye. Pour moi, c'était important qu'on vous l'annonce parce que nous sommes dans une logique de faire avancer tous les dossiers et de leur donner une fin. La fin, c'est soit qui seront jugés, qui seront déclarés innocents ou qui seront déclarés coupables, mais qui ne puissent pas rester indéfiniment en prison. Le ministre Hubert Oulaye, dès ce soir, est en liberté provisoire sur papier, mais demain, il pourra regagner son domicile. Le ministère de la Salubrité et du Développement durable annonce un exercice de simulation de la mise en œuvre du plan Poluma, plan d'urgence de dépollution maritime. Selon la ministre, la collusion des bateaux au large des côtes ivoiriennes faisant état de déversement d'hydrocarbures dans les eaux ivoiriennes fait partie donc de l'exercice de simulation de ce plan Poluma, plan d'urgence de dépollution maritime. Et nous sommes bien le 8 juin aujourd'hui, c'est la journée mondiale des océans. Thème retenu cette année, nos océans, notre avenir. L'accent est donc mis sur la réduction des déchets plastiques qui nuisent considérablement à la vie des espèces marines. Cette journée également est célébrée en Côte d'Ivoire et c'est l'occasion pour le gouvernement de rappeler l'importance des océans
dans la vie, un véritable poumon de la planète Terre, car les océans fournissent la plus grande part d'oxygène dont se servent les humains que nous sommes. On en arrive maintenant à notre dossier de ce 20h et nous partons maintenant pour Aboisseau, où l'eau, je le disais tantôt, l'eau du bassin de la rivière de la Bia a changé de couleur, une situation qui inquiète les populations, particulièrement celles du village de Biennois. Les orpailleurs sont pointés du doigt, leurs activités réalisées à Dadiesso, au Ghana voisin, où l'eau de la Bia tire sa source, serait à l'origine de cette situation. Mais le gouvernement ivoirien s'est saisi du dossier et compte le régler le plus rapidement possible. Konepa Gassoro. Aboisseau, localité située à environ 120 km d'Abidjan dans la région du Sud-Comoé, est traversée par la rivière de la Bia. Une rivière qui, selon les populations, change de couleur de jour en jour. Une situation inquiétante. Nous consommons, on peut dire, indirectement l'eau, puisque c'est de là que la SODECI traite l'eau. On s'inquiète. Vraiment, ça a changé. La couleur est devenue jaune, on ne comprend pas. Nous sommes exposés à des maladies. D'où provient donc cette couleur jaunâtre de la rivière de la Bia? Pour répondre à la question, direction le village de Biennois situé à environ 85 km d'Aboisseau. Ici, le décor est saisissant et édifiant. L'eau de la rivière de la Bia n'a plus sa couleur naturelle. Pour le chef du village de Biennois et sa notabilité, ce changement est dû aux activités des orpailleurs dans le campement de Sibo à Dadiesso, au Ghana voisin. Dadiesso est à environ 28 km de la sous-préfecture de Biennois. Ce sont les Ghanéens, ils extraient de l'eau dans la Bia. En consommant cette eau jaunâtre de la Bia, les populations ont été exposées à de nombreuses maladies. Au début, quand il y a eu l'eau de mauvaise qualité, donc on a constaté une résurgence des dermatoses et puis des maladies diarrhéiques. Voilà, donc il y a eu beaucoup de cas de diarrhée qu'on a pu circonscrire. Et après avoir arrêté donc la consommation de cette eau, et on a vu que ces maladies-là ont commencé à baisser. La situation devenant inquiétante, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, s'est vue obligée de prendre des mesures. Ainsi, les machines de la station de pompage des eaux brutes et celles de l'usine de production d'eau potable ont cessé de fonctionner. Plus d'eau potable donc dans les ménages. Très vite, les autorités administratives d'Aboisseau et de Biennois trouvent une solution palliative. Le camion citerne de la SODECI en vue de desservir les 41 442 habitants de Biennois. En termes d'offres, nous avons donc le camion de la SODECI, c'est un camion de la SODECI, plus toutes les pompes à motricité humaine, les pompes hydrauliques qui ont été réparées. Une solution insuffisante pour les habitants pour satisfaire tous les besoins de la maison. Puisqu'on ne gagne pas l'eau à boire, on ne gagne pas l'eau pour faire les nécessaires de notre maison. Donc on est obligé de prendre ce que le sous-préfet peut nous donner. Ça ne nous suffit même pas même. Parce que si on a eu ça lundi aujourd'hui, jusqu'à peut-être mercredi, et nous allons voir notre cas. Certains habitants préfèrent alors se diriger vers les marigots et les puits, à l'image des marguerites qui utilisent l'eau de pluie depuis la survenance du problème. Puisqu'on ne gagne pas l'eau, on était obligé de prendre de l'eau dans le puits là pour pouvoir s'occuper de nos besoins. Bien, tout le monde n'a plus l'eau. On prend l'eau dans les rivières, puis on se lave. S'il doit prendre de l'eau dans les puits, il faut faire bouillir cette eau d'abord avant de la consommer. Nous encourageons la population à aller vers ces fontaines-là pour se ravitailler en eau et d'abandonner les marigots. La couleur jaunâtre du bassin de la rivière de la Bia ne laisse pas le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement indifférents. Des mesures ont d'ailleurs été prises en Conseil des ministres. Objectif, résoudre dans un bref délai la question. Des activités non encore identifiées dans le lit de la Bia perturbent aujourd'hui gravement l'approvisionnement de la localité de Biennois en eau potable. Le Conseil a instruit le ministre des Eaux et Forêts et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'organiser des patrouilles de surveillance le long du bassin du fleuve afin d'identifier les activités à l'origine de la turbidité des eaux et de sécuriser le bassin. Cette opération devrait permettre, d'une part, à l'eau du fleuve de retrouver son niveau de pureté antérieur et permettre également le redémarrage de l'usine de traitement de Biennois, arrêtée aujourd'hui par mesure de sécurité. Et pour joindre l'acte à la parole, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, s'est rendu au Ghana. Avec lui, les représentants des ministères des Affaires étrangères, des infrastructures économiques, de la salubrité, de l'environnement et du développement durable et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Leur mission,
échanger et informer les autorités du Ghana des impacts néfastes des activités d'orpaillage en territoire ghanéen sur les rivières et les plans d'eau du sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté une pollution récente et donc nous avons donc échangé pour voir ensemble comment trouver une solution à cette question. Barbara Oteng-Kiassi, la vice-ministre ghanéenne chargée des mines et représentant le ministre des Terres et des Ressources naturelles, s'est félicitée de l'initiative prise par les autorités de la Côte d'Ivoire, non sans rappeler les bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Voilà, dossier réalisé pour vous par Kone Pagassoro. Les 8e Jeux de la francophonie démarrent le 21 juillet prochain. Le comité d'organisation s'active pour les préparatifs. Les sites sont prêts à 95%. Ces sites, justement réhabilités et construits, ont été visités par l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Issa Yeo, pour le reportage. Adam Awad, devant la presse après un séjour de 3 jours à Abidjan. Infrastructure, organisation pratique des 8e Jeux de la francophonie, la sécurité sont autant de sujets abordés par l'administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Une des spécificités, sinon une des singularités de ces Jeux, c'est d'allier sport, culture et art. C'est aussi d'organiser ce moment comme un moment de célébration, de cohésion, d'amour, je dirais. Les Jeux de la francophonie sont un prétexte pour les pays francophones de se doter d'infrastructures ultramodernes répondant aux normes internationales. Adam Awad salue l'engagement des autorités ivoiriennes pour les gros ouvrages réalisés. La Côte d'Ivoire, à travers son président Alassane Dramane Ouattara, a visé juste pour l'émergence du pays et d'inscrire les Jeux dans un agenda qui va bien au-delà pour permettre l'émancipation, le développement, la cohésion, la concorde du pays. La Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de ces Jeux. Toutefois, l'administrateur de l'OIF appelle à la vigilance. Nous avions besoin de redoubler encore d'efforts pour que cet énorme investissement, cet énorme engagement aboutisse et permette au jour J, comme on dit, lors des ouvertures, de s'assurer que tout est effectivement en place. Sur le plan sécuritaire, le ministre Robert Mambé rassure. Il y a 3 leviers que les autorités ivoiriennes mettent en œuvre. Le levier local, il y a le levier régional. Vous savez que tous les pays de la CEDEAO se mobilisent pour que dans chaque pays, il y ait le maximum de sécurité. Il y a le levier international. Adama Wan a, au cours de son séjour, visité toutes les infrastructures sportives et culturelles qui serviront pendant ces 8e Jeux. Le ministre Robert Mambé apprécie le fait que la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, en tant que RTDH, radio-télédiffuseur hôte, organe choisi pour la montée du signal, bénéficiera de matériel de haute technologie après ces Jeux. Il a quitté la terre des hommes le 7 juin 2016. Cela fait donc 1 an que François Cognan s'en est allé. Sa famille biologique et artistique entend tout faire pour perpétuer son œuvre, l'œuvre de cette figure de la culture ivoirienne. Un studio de sa radio a été baptisé de son nom, François Cognan. Fidèle aîné, Franck Wadio. Exprimer notre reconnaissance pour cette grâce que nous avons de nous retrouver réunis en ces lieux. Prières, chants et témoignages en l'honneur de François Cognan. Un tableau récapitulatif de la vie de l'homme de culture. L'émotion bien présente à la cérémonie anniversaire de la première année de la disparition d'un homme qui aura dédié toute sa vie à la culture. Sa famille appelle à la pérennisation de son œuvre. On espère que les générations futures pourront dire un jour, la radio existe, mais il y a eu un homme qui s'est appelé François Cognan et c'est grâce à lui que cette œuvre existe. Qu'elle vive toujours pour pérenniser la mémoire de François Cognan qui a conçu cette radio avec amour
et avec abnégation. Et je souhaite vraiment qu'elle grandisse de plus en plus avec tout ce qu'il a laissé après lui. François Cognan de son vivant a fait connaître plusieurs artistes, David Taïro, le groupe RAS, Boumou Mamadou et plusieurs autres venus lui rendre hommage. Le plus important, c'est de pérenniser son œuvre. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que ses enfants essaient de faire. Homme de culture, faiseur de stars, il s'en est allé, laissant derrière lui un héritage que sa famille biologique et culturelle entend pérenniser. Le nouveau studio de sa radio portera à jamais le nom François Cognan, ce monument de la culture ivoirienne. Première édition d'information inédite au studio François Cognan. Bienvenue à tous. Et sa disparition a été aussi un coup dur pour tous les artistes ivoiriens. Certains d'entre eux se sont réunis récemment à Grand-Bassam pour réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Leur souhait, faire en sorte que chaque artiste puisse bénéficier d'un logement à moindre coût. Godefroy Okambawa et Franck Wadio nous expliquent. Artisans d'art, peintres, artistes, tous ont pris rendez-vous à Grand-Bassam pour échanger sur leurs conditions de vie et de travail. Initié par le Cercle des artistes pour l'émergence CAP, le but est d'œuvrer à l'amélioration de leur situation. On a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin de réactualiser ce que nous pensons maîtriser. Et c'est dans cette optique-là que le Cercle s'est réuni et a décidé de poser les bases d'une vraie réflexion. Donc nous avons souhaité, en termes de recommandations, un fonds de garantie de 2 milliards pour que nous puissions avoir accès aux logements sociaux. C'est-à-dire que les artistes vont payer, mais la garantie devrait être l'État. Une préoccupation importante soutenue par des partenaires. On va travailler avec Urida pour voir dans quelle initiative nous pouvons mettre en place un système pour pouvoir permettre à chaque artiste d'avoir un toit en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce n'est pas en un jour ou 2 jours. On va y réfléchir pour voir leurs revenus déjà et comment ils peuvent avoir un accès au logement. Au cours de cette rencontre, il s'est agi également d'inviter les artistes à souscrire à l'assurance maladie. Une initiative qui permettra à ces acteurs du monde des arts et du spectacle de se soigner à moindre coût. Plusieurs thèmes ont meublé les différents panels. Au cours de cette rencontre, ce sont entre autres le rôle de l'artiste ou du créateur dans la société. Au chapitre religion, la communauté musulmane observe depuis le 27 mai le jeûne du Ramadan, une période de partage par excellence. À Bouaké, les démunis et les veuves ont justement le sourire grâce à un don en vivres du conseiller spécial du Premier ministre. Ces personnes pourront ainsi rompre le jeûne en toute sérénité, nous explique Kader Sogodogo. Élan de solidarité et de partage au profit des démunis et des veuves de la communauté musulmane en cette période de jeûne. Des vivres constitués de riz et de sucre sont ainsi distribués. Ce grand mois de Ramadan, nous avons voulu, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, marquer la solidarité du mois de Ramadan. Vous savez, le président de la République fait beaucoup pour nous, mais pour qu'il en fasse davantage, il faut que nous soyons des exemples. Un geste de solidarité dont bénéficient tous les quartiers de Bouaké. De quoi mettre un boom au cœur des guides religieux et surtout des bénéficiaires. Vraiment, on remercie M. Touré pour tout ce qu'il fait pour nous partout. On souhaite que Dieu nous donne la paix en Côte d'Ivoire et à Bouaké aussi. Je salue d'abord le bon Dieu de miséricorde qui a fait venir ces dons-là. Merci à président Alassane Ouattara et son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Jusqu'à la fin du mois de jeûne, une rupture collective sera organisée au profit des démunis et des veuves de Bouaké, a promis Souleymane Touré, conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ailleurs, au Royaume-Uni, les Britanniques sont aux urnes depuis ce matin pour élire les membres du Parlement. Ces élections devaient initialement avoir lieu en 2020, mais elles ont été convoquées de manière anticipée par la Première ministre Theresa May il y a 2 mois. L'objectif pour la conservatrice a affermi sa majorité pour mener les négociations du Brexit. Alexis Ouedraogo pour le récit.
3 enjeux essentiels se dessinent autour de ce scrutin britannique. Le premier, sécuritaire. Avec 3 attentats en moins de 3 mois à Londres et Manchester, les Anglais ont aujourd'hui un besoin de sécurité. Et sur ce terrain, Theresa May n'est pas bien notée. Sa politique pour réduire les effectifs de police lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur est très critiquée, même si aujourd'hui elle durcit le ton, allant jusqu'à prévoir des restrictions de droits fondamentaux pour réduire la liberté des personnes suspectées d'activités terroristes. Deuxième enjeu, celui cité du Brexit. Le Brexit qui dominait initialement la campagne a été relégué au second plan. Si les Britanniques restent assez satisfaits du résultat, ils ne sont toujours pas d'accord sur les modalités de sortie. La première ministre prévient qu'en cas d'accord désavantageux pour la Grande-Bretagne, elle sortirait sans négocier avec l'Union européenne, ce qui laisserait en suspens la question des ressortissants européens présents sur le territoire britannique et compromettrait sérieusement les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Pour finir, la question sociale. Là, le choix est extrêmement clair pour les Britanniques. Face à la droite sécuritaire et conservatrice de Theresa May, Jeremy Corbyn a su incarner une gauche très sociale et certaines de ses propositions comme la gratuité de l'enseignement supérieur ou encore la renationalisation des voies ferrées ont fait mouche sur un électorat qui, on le rappelle, vient de vivre 7 ans d'austérité. Et on termine en sport football éliminatoire CAN Cameroun 2019. Première journée dans le groupe H. Les éléphants du Côte d'Ivoire seront face au Sili national de Guinée ce samedi 10 juin 2017 à Bouaké. Les 2 équipes ont atterri aujourd'hui à Bouaké. Fin de ce 20h supervisé par Adama Kone. Merci à la réalisation et à toute l'équipe technique. Merci surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde.